Alors, il faut savoir qu'en ce moment, tout le monde panique. Tout le monde panique parce qu'on ne sait pas combien va durer cette guerre. Les Iraniens, qu'on le veuille ou non, résistent. Ils ont été battus peut-être militairement, mais n'ont pas encore été battus politiquement. Et je vous avais prévenu au départ que cette guerre n'est pas une guerre d'un nouveau genre. Ce n'est pas c'est pas comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce n'est pas comme la guerre, elle ne ressemble pas à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elle ne ressemble pas à la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est une guerre qui n'a pas d'enjeux territoriaux. C'est une guerre de leadership. C'est une guerre d'influence. C'est une guerre pour la reconstruction d'un ordre régional nouveau et la reconstruction ou l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Les Américains ont un scénario. Les Américains, dès le départ de leur opération, tablaient sur une durée de 4 à 5 semaines, qui serait la durée maximale, supportable. Pourquoi 4 à 5 semaines. 4 à 5 semaines, pour une raison simple, c'est qu'au-delà de cette durée, l'industrie d'armement américaine et israélienne ne pourra pas, les armées américaines et israéliennes vont commencer à manquer cruellement de munitions. Les batteries antiaériennes israéliennes et américaines ne pourront pas continuer à abattre et à neutraliser tous les missiles balistiques et tous les drones iraniens, par exemple. Les munitions pour frapper, pour bombarder en permanence l'Iran vont commencer à manquer. Donc il y aura déjà, au-delà de 4-5 semaines, il y aura un problème au niveau de l'approvisionnement en armes, davantage pour Israël, qui est une armée nettement moyenne et très modeste par rapport à la grande puissance américaine. Les États-Unis d'Amérique seront obligés de mobiliser ou de délocaliser un certain nombre de leurs équipements qui sont installés en Corée du Sud ou qui sont installés dans l'Océan Pacifique pour les ramener jusqu'au Moyen-Orient et les utiliser contre l'Iran. Les Américains, l'idéal pour eux est de régler le problème avec l'Iran dans 4-5 semaines. Les Iraniens, ils ont compris que les Américains sont tenus par des délais. Les Iraniens résistent. Les Iraniens résistent politiquement. Pourquoi ils résistent politiquement? Ils ne cèdent pas. Ils ont perdu militairement, ils sont en train de perdre militairement, et ils ont perdu beaucoup de leurs chefs, beaucoup de leurs leaders, mais encore une fois, il y a une résistance de la part de l'Iran. Il y a une résistance de la part de l'Iran. Je vois que sur TikTok, Farafat Desat me dit, tu te rappelles, avec l'agression américaine, tu prédisais qu'il n'y aurait pas d'attaque. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'attaque, j'ai dit qu'il n'y avait... Non, attention, franchement, quand vous nous écoutez, s'il vous plaît, soyez honnêtes et écoutez-nous bien. Ne prenez pas un mot, vous le sortez de son contexte. J'ai dit qu'il n'y aura pas de guerre. Là, nous sommes dans un conflit. Il n'y aura pas de guerre territoriale. C'est-à-dire, ce ne sera pas comme l'Irak. Les États-Unis ne vont pas envahir l'Iran. Il y aura des attaques ciblées chirurgicales, ce qui a été le cas. Pour le moment, nous assistons à une guerre d'attaques chirurgicales. C'est-à-dire les Américains et les Israéliens éliminent l'establishment iranien, détruisent les infrastructures militaires, détruisent les cibles militaires, s'attaquent à des sites militaires, mais tuent beaucoup de civils parce qu'il y a des dégâts collatéraux et quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de guerre sans mort civile, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre sans victimes, ça n'existe pas. Là, nous sommes dans le cas d'attaque chirurgicale. Les Iraniens résistent et ils risquent de transformer ce conflit en une guerre. Si ça dépasse les 4 ou 5 semaines, nous allons assister à un tout autre scénario où où l'Iran va résister de façon déterminée, de façon acharnée, et les Iraniens ont, comment dirais-je, un objectif bien précis, d'imposer aux États-Unis d'Amérique des négociations. Des négociations qui leur seront favorables ou durant lesquelles les Iraniens ne vont pas être contraints de faire des grandes concessions. L'Iran, c'est un pays de plus de 80 millions d'habitants, 1000 ou 2000 ou 3000 morts. Dans un pays comme l'Iran, ça n'a pas la même signification que 100 ou 200 ou 300 morts dans un pays comme Israël. La population est de 9 millions d'habitants. Donc ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur. Les Iraniens tablent sur une crise politique importante, une crise économique importante, mondiale,
qui va générer une crise politique aux États-Unis d'Amérique et en Israël. Les Iraniens pensent que les opinions publiques israéliennes et américaines vont à un moment donné se retourner et contre leurs décideurs, ils vont dire halte à la guerre et on a marre de la guerre. Donc tout dépend de la capacité de l'Iran à résister encore au-delà de 5 semaines. Il n'y a pas d'analyse ou d'information très fiable et indépendante et neutre en ce qui concerne le stock d'armement de l'Iran. Il y a pour le moment des informations contradictoires. Les Américains et les Israéliens pensent que les Iraniens ne pourront pas avoir un stock d'armement important qui leur permettra de tirer des missiles et des drones au-delà de 3-4 semaines. D'autres sources, notamment les sources iraniennes, affirment le contraire. Donc nous sommes dans une grande inconnue. C'est un conflit imprévisible. C'est un conflit imprévisible et qui a d'ailleurs plusieurs tenants et aboutissants et qui a plusieurs enjeux. Sachant que l'enjeu final pour les États-Unis d'Amérique et l'Israël, alors c'est deux enjeux, deux objectifs différents. Israël veut décapiter le régime iranien et l'empêcher d'avoir la bombe nucléaire et éliminer sa capacité à disposer d'un système de missiles balistiques. Les États-Unis d'Amérique, leur objectif, c'est la Chine. C'est affaiblir la Chine. C'est s'attaquer à tous les alliés potentiels de la Chine qui fournissent à la Chine des matières premières comme le pétrole et le gaz et qui peuvent constituer des relais d'une alliance, des relais politiques, des relais idéologiques et des relais même sécuritaires et militaires pour la Chine. Donald Trump est dans une guerre où il veut affaiblir la Chine, où il veut étouffer la Chine, parce que les États-Unis d'Amérique, on le veuille ou non, avec un baril de pétrole à $100, ils seront beaucoup moins touchés que la Chine, puisqu'eux, ils sont autosuffisants au pétrole, grâce au pétrole de schiste. Fafa DZ, d'accord, mais tu as été surpris un peu par l'ampleur de l'attaque? Oui, j'étais surpris par l'ampleur. J'étais surpris par l'ampleur parce que je ne pensais pas que les Iraniens étaient capables d'attaquer les pays du Golfe. J'étais plus surpris par la réaction iranienne que par la réaction israélienne et américaine. La réaction iranienne, elle est à mon avis beaucoup plus intelligente et beaucoup plus machiavélique, puisque les Iraniens ont créé une panique mondiale en s'attaquant aux pays du Golfe. En s'attaquant au Qatar, en Arabie Saoudite, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït. Ils ont créé une crise économique. Le Koweït, il a annoncé une réduction drastique de sa production de pétrole. L'Irak, il a fait la même chose. Le Qatar, il a suspendu sa production du GNL. Donc, c'était un coup de génie pour l'Iran. C'est un coup de génie. Les Iraniens ont bien compris dès le départ qu'ils ne pouvaient pas battre militairement Israël et les États-Unis d'Amérique. Leur seule chance était donc de semer ou de foutre semer le chaos dans le monde pour retourner les opinions publiques internationales contre les décideurs de la communauté internationale et pour discréditer l'Iran et pour discréditer Israël et les États-Unis d'Amérique et pour s'attribuer le rôle de la victime, même si l'Iran, du point de vue tactique et militaire, c'est le pays qui agresse les pays du Golfe, alors que ce ne sont pas les pays du Golfe qui ont attaqué l'Iran et son intégrité territoriale, mais les Iraniens, en impliquant les pays du Golfe dans cette guerre, ils ont réussi un coup de maître. Ils ont provoqué une crise économique. Plus la crise économique, si elle dure dans le temps, et si elle s'aggrave, et si elle se renforce, ça sera en faveur de l'Iran. Parce que les Iraniens, ils ont déjà la capacité de résilience. Ils savent ce que c'est que vivre sous embargo, avec les privations, avec les pénuries, avec l'inflation à 2 chiffres. Les Iraniens le savent, ça. Ils sont habitués à cette vérité amère, à cette misère amère. Sauf que les Israéliens, les Américains et les Occidentaux ne sont pas habitués à vivre avec beaucoup d'inflation, beaucoup de pénuries, des perturbations. Les Occidentaux qui vivent dans les pays du Golfe sont obligés de quitter leur poste de travail. Les entreprises européennes et occidentales qui ont investi massivement dans les pays du Golfe ne peuvent pas continuer leur business. Elles perdent beaucoup d'argent. Donc, les Iraniens ont bousculé l'Occident et les États-Unis d'Amérique et Israël de façon intelligente et pratiquement gratuitement. Gratuitement, c'est-à-dire avec quelques missiles, quelques drones. Il faut savoir que les drones iraniens ne coûtent que $35 000. Sauf que pour les abattre et les neutraliser, ça coûte pour les Américains et les Israéliens 4 millions de dollars. Donc les pertes financières, les pertes militaires sont importantes pour l'Iran,
mais les pertes financières sont beaucoup plus importantes pour Israël et les États-Unis d'Amérique. Et dans ce nouvel ordre mondial, je vois que Chéné Fodé sur TikTok me dit quel avenir de l'Algérie sur le nouvel ordre international et surtout si l'Iran tombe. Eh bien l'Algérie, pour le moment, elle ne trouve pas sa place. L'Algérie doit se remettre en cause en toute urgence. L'Algérie doit se remettre en cause sur le plan militaire et sécuritaire, sur le plan diplomatique et sur le plan économique. Sur le plan militaire, cette guerre entre l'Iran et les États-Unis nous apprend que ça ne sert à rien d'avoir des armées puissantes avec des budgets de 25 milliards de dollars. Le budget de l'Iran est nettement inférieur officiellement au budget militaire de l'Algérie. Il suffit d'avoir des petits drones de 30 000, 35 000 dollars pour semer le chaos et pour entraîner toute une région, l'une des régions les plus stratégiques du monde, qui est la région du Moyen-Orient, dans des tensions exacerbées et de chambouler l'ordre international. Les missiles balistiques iraniens coûtent beaucoup moins cher que les missiles que l'Algérie achète à la Russie. L'Iran n'a pas des sous-marins de l'Algérie. L'Iran n'a pas une marine aussi sophistiquée que la marine algérienne. L'Iran n'achète pas, n'a pas les avions de 5e génération russes que l'Algérie possède. Tout cela sur le plan militaire ne sert à rien. Parce que tout le matériel, tout ce qui est sophistiqué et lourd, les États-Unis et Israël peuvent le détruire. Ils peuvent le démolir. Ce que Israël et les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas faire, c'est toucher à la capacité de neutraliser un pays qui a une véritable capacité de résilience. L'Iran a démontré que sa capacité de résilience, ce sont des armes qu'il fabrique lui-même, à très faible coût, dont la destruction nécessite un coût très élevé, et l'Iran, sa capacité de résilience est de toucher à des intérêts économiques mondiaux, bloquer le détroit d'Ormuz, empêcher le passage des pétroliers, toucher aux pays voisins qui produisent du pétrole et du gaz, et donc créer le chaos international qui ne fait pas l'affaire, qui n'arrange pas, et qui place ou qui met la communauté internationale dans une situation très inconfortable. C'est la capacité de résilience. Un pays ne va pas résister avec des armes importées. Un pays, s'il peut résister, la leçon que l'Algérie doit tirer en urgence, c'est que les 25 ou les 20 milliards de dollars que nous donnons à l'armée ne servent à rien. Ne servent à rien. Toutes les armes que nous achetons à la Russie, les États-Unis et Israël peuvent les détruire en une seule nuit. Par contre, si on a la même capacité de résilience que l'Iran, à savoir la capacité de fabriquer nos propres drones, nos propres missiles balistiques, et notre propre capacité de toucher à des intérêts économiques puissants pour affaiblir nos adversaires et pour semer le doute au sein de nos adversaires, là on devient une puissance. C'est pas le cas de l'Algérie. La doctrine militaire algérienne actuelle, elle doit être revue de fond en comble. Sur le plan diplomatique, l'Algérie ne trouve pas sa place, puisque l'Algérie, elle a voulu intégrer les pays BRICS, elle a pensé entre 2020 et 2024 qu'une alliance avec la Russie et la Chine serait pour elle une garantie de sécurité et que le parapluie russe pourrait équilibrer les rapports de force avec le Maroc voisin qui est le parapluie israélien et américain. Et le virage à l'est de l'Algérie, heureusement qu'il n'a pas abouti à une situation précise et concrète, parce qu'on aurait été aujourd'hui dans de sales draps. Aujourd'hui, l'Algérie, on doit comprendre, comme l'Iran, elle ne peut pas compter sur la Russie et la Chine. La Russie et la Chine, qu'on le veuille ou non, elle n'a absolument rien fait. Elle n'a absolument rien fait. Et elle ne fera absolument rien. Ils ne feront absolument rien. Parce qu'ils n'ont pas l'ambition, ils ne sont pas gagnants, leurs intérêts leur interdisent d'affronter directement les États-Unis d'Amérique et d'aggraver la crise économique mondiale dans laquelle la Chine va laisser beaucoup de plumes. Il faut savoir qu'une crise économique mondiale aujourd'hui, la Chine sera plus perdante que les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis fabriquent leur pétrole de schiste, leur gaz, ils sont pratiquement autosuffisants. Ils ont réussi à mettre la main sur les grandes réserves du Venezuela. Ils ont solidifié leur alliance avec les pays de l'Europe, de l'Union européenne, même s'il y a des divergences ou des violentes polémiques avec des pays comme l'Espagne et quelques critiques de la part de la France ou de la Grande-Bretagne, qu'on le veuille ou non, l'Occident reste uni derrière les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis de Donald Trump est redevenu le patron, le capitaine de l'Occident. Donc tout le monde se cache derrière lui quand l'Occident est menacé.
Et l'Amérique, elle est plus outillée avec Donald Trump, notamment grâce à la maîtrise de l'énergie. La Chine ne maîtrise pas l'énergie. La Chine, elle a une avance au niveau des énergies renouvelables, mais en matière d'énergie renouvelable, cette avance par rapport aux États-Unis d'Amérique ne lui permettent pas ou ne lui permet pas de se protéger contre les effets d'une crise économique mondiale, puisqu'elle est aussi ultra dépendante et les énergies renouvelables en Chine n'ont pas comblé les besoins en pétrole et en gaz que la Chine doit combler, que les besoins que la Chine doit satisfaire au quotidien pour faire tourner son économie. Donc, heureusement, pour le régime Tebboune, l'une de ses rares performances qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il n'a pas sombré dans ce piège qui est l'Est, le virage à l'Est, à savoir dépendre uniquement de la Russie ou se mettre se cacher sous un parapluie russe et chinois et construire une alliance militaire et sécuritaire et économique et politique avec la Russie et la Chine, ça n'a pas été d'une grande aide pour l'Iran, ça ne sera pas et ça ne sera pas une grande aide pour l'Algérie. Sur le plan économique, l'Algérie ne trouve pas du tout sa place, puisqu'encore une fois, cette crise mondiale a démontré que l'Algérie n'en profite pas. Même si le pétrole va atteindre les 150 $, nous n'allons pas beaucoup en profiter. Nous allons, au contraire, nous allons subir davantage et beaucoup plus de préjudices que d'en tirer des bénéfices. On ne va pas en tirer un grand bénéfice. Parce que je le répète, les capacités de production de pétrole et du gaz en Algérie, elles sont faibles. On produit, on exporte on exporte dans les 55 milliards de mètres cubes, alors qu'on consomme sur le plan intérieur plus de 60, jusqu'à même presque 70 milliards de mètres cubes. Et d'ici 2030, on va consommer 80 milliards de dollars, 80 milliards de mètres cubes. Le pétrole, on produit que 900 000 et quelques. À peine 400 000 et quelques jusqu'à 500 000 sont destinés à l'exportation et l'autre moitié est destinée à la consommation locale. On est un petit pays producteur de pétrole. Sur le pétrole, on est un très petit pays. Au niveau du gaz, on reste un gros producteur africain, le numéro 1, on reste parmi les 10 plus grands producteurs au monde, mais notre capacité d'exportation, elle est de plus en plus faible. On n'est pas un grand exportateur, parce qu'on a 65% de notre gaz qui part pour les besoins locaux. Et la manière avec laquelle on commercialise notre gaz, avec les fameux contrats à long terme, comme on l'a expliqué aujourd'hui et hier, ça nous empêche de tirer profit de ces prix qui sont élevés, qui augmentent rapidement sur le marché mondial. On n'a même pas le temps ni l'opportunité de renégocier de façon express les contrats avec l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Grèce et nos autres clients traditionnels, et pour leur imposer, pour réactualiser les prix, on ne va pas tirer un grand bénéfice. Par contre, on va perdre énormément au niveau de nos importations, puisque ça va nous coûter beaucoup plus cher d'importer des produits depuis l'étranger. Sauf que nous, les voitures, on doit les importer, comment on appelle ça, les équipements industriels, les produits manufacturiers, les matières premières agricoles, les médicaments. On est ultra dépendant dans pas mal de secteurs. Et sans produits importés, l'économie algérienne va connaître des crises terrifiantes de pénurie et les citoyennes et les citoyens vont vivre un inconfort vraiment assez insupportable. Donc, on n'est pas gagnant. Donc, l'Algérie, elle doit absolument réformer son économie et revoir son modèle énergétique en urgence, s'industrialiser en urgence. Ça, on le dit depuis des années, on ne va pas le faire. Ce qu'on n'a pas fait en 30 ans, on ne va pas le faire en 2-3 ans. Ça, c'est une stratégie à très long terme. Allez, Ajmaat el-Khair. Est-ce qu'on va prendre quelques questions sur YouTube? Allez, l'équipe de YouTube. Marhaba bikum ya Jamaat el-Khair, merci pour vos encouragements. Alors, sur YouTube, on dit MDMax6913 me dit Abdou épouse le discours des mollahs. Comme eux, il ne comprend rien sur la vraie puissance militaire américaine. C'est grave, Abdou. J'aimerais bien que notre ami MD... Bon, un pseudonyme assez compliqué à prononcer. Je n'ai pas dit que l'Iran va battre militairement
Encore une fois, les États-Unis d'Amérique. Je note ta question, Salah Delouiche, sur TikTok, qui me demande la guerre contre l'Iran annonce-t-elle un nouveau tournant dans l'ordre mondial? Absolument, c'est ce que j'étais en train d'expliquer d'ailleurs. Je reviendrai à toi, Salah, dans un petit moment. Encore une fois, je n'ai pas dit que l'Iran va battre militairement les États-Unis d'Amérique. Mais l'Iran peut gagner politiquement. Il y a des batailles dans l'histoire, il y a des guerres dans l'histoire qui ont été perdues militairement par des adversaires, par des belligérants, mais qui ont été gagnées politiquement. La guerre d'Algérie en est un exemple. Notre guerre de libération nationale, nous n'avons pas gagné militairement. La France, elle a écrasé militairement la résistance algérienne. C'est connu, c'est documenté, c'est prouvé par des experts, des questions militaires et par des historiens. Mais l'Algérie, la résistance algérienne a gagné politiquement. Parce qu'elle a su utiliser un contexte international favorable à la décolonisation. Elle a su s'attirer les soutiens de beaucoup de pays à travers le monde. Elle a su marketer et commercialiser la cause algérienne sur la scène internationale. Il y avait aussi des résistances de la population et la colonisation française, en dépit d'une victoire militaire de l'armée française en Algérie, elle était définitivement intenable. La population était retournée. La résistance algérienne a perdu la bataille des armes, mais elle a gagné la guerre des cœurs. Et la population, elle a adhéré, l'opinion publique internationale, elle a adhéré, et les crimes et les atrocités de l'armée française ont fini par se retourner contre la France coloniale. Voilà. Est-ce que le Vietnam a gagné militairement contre les États-Unis d'Amérique durant les années 70? Le débat est ouvert. Est-ce que l'Afghanistan a gagné militairement contre l'Union soviétique dans les années 80? Non. La puissance militaire ne suffit pas pour gagner une guerre. L'histoire, il est remplie d'exemples où les puissances militaires n'ont pas pu gagner des guerres. Depuis les empires, depuis l'empire romain et depuis l'empire perse, il y a eu les empires eux-mêmes, ça leur est arrivé de perdre des batailles, des guerres, face à des peuplades, des populations, des tribus désarmées. Puisque la guerre, il y a une autre dimension qui est la dimension politique, la dimension économique, la dimension socio-culturelle. L'Iran ne va pas gagner militairement, mais elle peut gagner politiquement. Si le régime iranien ne tombe pas d'ici 4-5 semaines, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique, Israël auraient gagné? Tuer des Iraniens, ok, il y a 80 millions d'Iraniens. Tu vas tuer 2000, 3000, 4000, 5000, on ne les a pas tués tous. Et puis, ce n'est pas une victoire stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Éliminer la capacité des missiles balistiques iraniens, ça reste à confirmer. D'ici 3 ou 4 semaines, l'Iran continue de tirer des missiles. Et continue d'avoir une capacité à tirer des missiles. Ça signifie que les objectifs des États-Unis d'Amérique et d'Israël n'ont pas été atteints. Moi, je ne suis pas en train de défendre l'Iran. Un pays, d'ailleurs, un régime que je déteste, que je condamne. Mais je suis un analyste honnête, objectif. Je ne peux pas vous dire que les États-Unis ont raison sur tout. Les États-Unis n'ont pas encore gagné, ils ne sont pas sûrs de gagner. Je parle de gagner la guerre, pas de gagner la bataille, une bataille. La bataille militaire, elle est gagnée. Mais dans cette guerre, il y a la bataille politique et la bataille économique. La crise économique mondiale provoquée par les attaques contre les pays du Golfe, producteurs de pétrole et de gaz, comme le Koweït, les Émirats et le Qatar et l'Arabie Saoudite, la fermeture des détroits d'Ormuz et les conséquences qui sont suivies sur les bourses mondiales. Ça, c'est des points positifs pour l'Iran. L'Iran a pu provoquer une crise mondiale avec des drones de 30 000 $. Si l'Algérie demain est attaquée, ou si le Maroc demain est attaqué par une puissance militaire équivalente aux États-Unis d'Amérique et à Israël, comment est-ce que l'Algérie et le Maroc ont la capacité, par exemple, de provoquer une crise mondiale? Est-ce que l'Algérie peut fermer le détroit de Gibraltar? On a tout un scénario. Imaginons que l'Algérie est attaquée. On a la capacité de notre marine de bloquer le détroit de Gibraltar, comme les Iraniens ont réussi à bloquer le détroit d'Ormuz. Est-ce que les Marocains peuvent bloquer le détroit de Gibraltar? Est-ce qu'on a des missiles balistiques qui peuvent atteindre des centres de production énergétique des pays les plus importants de la région? Est-ce qu'on a des drones qui coûtent pas cher, qu'on fabrique localement nous-mêmes, sans les importer et qui peuvent être lancés de façon massive et qui peuvent saturer les ciels de pays développés, de pays voisins? Non, à ma connaissance,
Non, et je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, il s'agit de dire que, et ça je rejoins la question de Salah, le nouvel ordre régional, il y a c'est un tournant. C'est un tournant, c'est un tournant. Ce tournant, il consiste à ce que les États-Unis d'Amérique a remis, comment dirais-je, a remis au goût du jour la véritable signification de la puissance. Jusque-là, depuis la chute de l'Union soviétique, je dis bien que depuis la chute de l'Union soviétique, on pensait que les nouvelles puissances sont d'abord économiques. Et que dans la lutte ou le match qui opposait Pékin à Washington, la Chine aux États-Unis d'Amérique, on pensait que la puissance économique chinoise, c'est elle qui va détrôner les États-Unis d'Amérique d'ici 2035. Et beaucoup d'experts l'ont dit, hein. Beaucoup de rapports internationaux, beaucoup de livres, toute une littérature là-dessus qui a été éditée, qui a été publiée là-dessus, qui a été dans plusieurs langues, en anglais notamment, en chinois, en français, même en arabe. Beaucoup de centres de recherche, d'analystes ont pensé ou ont dit que la Chine va dépasser les États-Unis en 2035. Avec quoi? Uniquement avec la puissance économique, uniquement avec le commerce, uniquement avec l'innovation technologique, uniquement avec le business. C'est pas possible puisque les États-Unis aujourd'hui démontrent que la puissance militaire, elle compte. Et que la Chine n'a pas la puissance militaire des États-Unis. Elle peut pas, la Chine n'a jamais fait de guerre à l'extérieur de ses frontières. Elle n'est pas capable de gérer des conflits à l'extérieur. Elle n'est pas capable de dominer des pays ou de changer les choses dans des pays pour pour accéder à des richesses du sous-sol. Et que la maîtrise des énergies renouvelables. Les Chinois ont gagné contre les États-Unis d'Amérique la guerre des énergies renouvelables. Ils ont gagné la guerre du véhicule électrique. Ils sont en train de gagner la guerre de la transition écologique. Ils sont en train de gagner la bataille des terres rares. Sauf que le monde ancien, il résiste et que dans le monde d'aujourd'hui, c'est le pétrole et le gaz qui décident. Avec les terres rares ou avec les énergies renouvelables, ça ne suffit pas pour dominer le monde et pour devenir la puissance numéro 1. T'as pas accès au pétrole, t'as pas accès au gaz, t'es pas autosuffisant en production de pétrole et de gaz, tu ne peux pas dominer le monde. Tu peux pas être la puissance numéro 1. Donc, c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est que le match entre la Chine et les États-Unis est en train de devenir une confrontation directe. Et l'avantage aujourd'hui, il est du côté des États-Unis d'Amérique, parce que les États-Unis d'Amérique s'attaquent aux alliés de la Chine ne fait rien. Ils résistent mieux à la crise mondiale que la Chine. Et qu'ils sont capables ils démontrent que leur puissance militaire, elle peut frapper, elle peut détruire, et elle peut causer beaucoup de dégâts. Ce que la Chine n'arrive pas à démontrer. C'est ça le nouvel ordre mondial qui est en train de naître, qui est à la fois une confirmation de l'ancien monde et une confrontation entre l'ancien monde et le nouveau monde. La puissance militaire, elle est au cœur du débat. Les Européens ont découvert avec la guerre en Ukraine que leur prospérité économique ne leur suffit pas. Un pays comme la Suisse, Luxembourg, les pays d'Europe de l'Est qui ont vécu dans la misère dans les années 70, dans les années 80, mais qui sont devenus prospères, qui ont élevé leur niveau de vie, qui ont maintenant des économies productives, qui ont maintenant comment dirais-je, qui ont maintenant des industries développées. Mais ils ont vu qu'ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de puissance militaire. Quand la guerre a commencé à leur frontière en Ukraine, ils ont paniqué. Ça les a beaucoup déstabilisés, ça les fait réfléchir. Regardez aujourd'hui comment la Pologne est en train de devenir, elle se militarise. Parce que la Pologne a compris que la prospérité économique ou que l'épanouissement social de la population du pays ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut absolument avoir et disposer d'une puissance militaire. Et là, cet ancien monde qu'on pensait en train de disparaître, il est là, il s'accroche. Mais que tout peut, qu'on peut changer, qu'on peut dominer le monde, on peut changer le monde avec uniquement la puissance économique. C'est pas possible. Mauritanus, Aquilonus, avec cette crise pétrolière, ça fait l'affaire du régime algérien? Non. Bien sûr que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va d'ailleurs causer beaucoup de problèmes, Abdelmajid Tebboune. Un baril de pétrole très élevé,
ça signifie encore une fois une inflation mondiale galopante. Ça cause problème au niveau de Tebboune pour le calcul du PIB, parce qu'il voulait faire le rebasage en cette année 2026. Rappelez-vous, Tebboune voulait que 2027, l'Algérie dispose d'un PIB de 400 milliards de dollars. Pour avoir un PIB de 400 milliards de dollars, il voulait intégrer, il voulait élever la valeur du dinar. Sauf que si tu élèves la valeur du dinar avec une inflation mondiale importée, avec une augmentation des prix de produits de première nécessité qui sont importés depuis l'étranger, ça va être très compliqué de le faire. Si tu élèves la valeur du dinar de façon artificielle, tu vas renforcer tu vas avoir du mal à lutter contre l'inflation. Et si, en réalité, si le régime algérien veut bénéficier de ces envolées des prix du pétrole et du gaz, il devra au contraire baisser la valeur du dinar. Il devra diminuer la valeur du dinar, dévaluer la monnaie algérienne pour gonfler les recettes en devises. Ça permettra pour lui d'avoir une assise budgétaire très importante. Mais le régime Tebboune, il est coincé parce qu'il a tracé des objectifs. Ces objectifs étaient d'atteindre un PIB de 400 milliards de dollars. Sauf que si l'inflation est très élevée, s'il y a une pénurie, s'il y a une restriction des importations, puisque le régime Tebboune, dès que le prix des produits internationaux augmente, il serre le vis, il verrouille les importations. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est qu'il veut lutter, réduire la facture des importations, et par conséquent, il produit des pénuries, il bouscule le marché informel. Le marché informel en Algérie, 60% à 70% du marché informel vit des produits importés. Le marché informel en Algérie, on l'a déjà expliqué, il ne vit pas de la production locale. Ce n'est pas un détournement d'une production locale vers un marché où il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de contrôle fiscal. Donc si le marché informel est affaibli, et si le pouvoir d'achat et les consommations intérieures est affaibli, le marché ne va pas atteindre les 400 milliards de dollars. Souvent, l'Algérie, elle utilise pour faire baisser l'inflation, elle élève la valeur du dinar pour donner l'impression aux consommateurs algériens que tout ce qui vient de l'étranger ne coûte pas très cher. Mais si elle fait cela, l'État algérien ne va pas bénéficier de la hausse des prix du pétrole et du gaz, puisqu'il n'exporte pas beaucoup déjà, et s'il veut gagner beaucoup d'argent en convertissant ce qu'il exporte en devises, il doit dévaluer la monnaie. Donc il est dans une impasse. Sa situation est une impasse pour le régime algérien. Vraiment impasse. Si tu dois exporter beaucoup, tu dois produire énormément. Pour produire énormément, il faut absolument investir. On n'a pas investi. On n'a pas investi beaucoup dans le GNL. On n'a pas beaucoup investi dans la pétrochimie. Les projets traînent, etc. Pour lutter, pour préserver les réserves de change et pour renforcer la consommation intérieure, il faut garantir la disponibilité des produits de large consommation. Sauf que les Algériens, pour le consommer, ils doivent dépenser. Pour dépenser, ils doivent trouver les produits qu'ils consomment. Les produits que nous consommons, il faut les ramener de l'étranger ou ramener les matières premières depuis l'étranger pour les fabriquer. Et tout ce qui va venir de l'étranger va coûter plus cher pour le régime algérien. Donc, puisque la crise énergétique va provoquer mécaniquement l'augmentation des produits importés. Ce n'est pas un scénario positif pour le régime algérien. Le régime algérien va essayer de vous faire croire, de communiquer, de dire voilà, l'Algérie se frotte les mains, l'Algérie va, etc. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça n'a pas de sens. Ça, c'est que du mensonge, c'est de la manipulation. Le régime algérien, comme toutes les dictatures, quand elles sont exposées quand elles sont fragilisées par des crises, elles véhiculent toujours une version des faits où elles sont glorifiées, où elles sont saluées pour leur mérite, où elles sont encouragées pour leur réussite. Mais elles ne disent jamais les vérités qui dévoilent leur fragilité et leur faiblesse. Sur TikTok, on me dit « Peace and happiness, c'est-il encore une chance pour négocier la paix avec l'Iran ?» Bah oui, il y a une chance, bien sûr qu'il y a une chance. Bien sûr. Bien sûr, moi je pense que c'est inévitable, les négociations seront inévitables. Mais quand est-ce qu'elles vont survenir? Aujourd'hui, l'administration américaine ne veut pas négocier, elle veut une capitulation de l'Iran.
les États-Unis d'Amérique, les Américains et les Israéliens veulent provoquer un changement du régime. Sauf que malgré l'assassinat de Khamenei et d'un nombre important, d'une quarantaine de hauts responsables militaires et civils iraniens, le régime n'a pas encore changé. Comment ils vont finir par négocier avec un régime qu'ils veulent renverser, qu'ils veulent éliminer? Ça va être très difficile à mettre en place. Vraiment très difficile à mettre en place ce genre de négociation. Si les États-Unis d'Amérique, au bout de 5 semaines, relancent les négociations, ils vont négocier en position de faiblesse. Parce qu'ils vont négocier dans un monde, au moment où le monde est chamboulé par la crise économique et financière, où leurs alliés, c'est les Américains, peuvent résister à la crise grâce à la maîtrise de la production de l'énergie chez eux, la maîtrise du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Leur allié, l'Israël, elle sera fragilisée. L'économie israélienne va être ravagée par les effets de la crise financière et économique qui a été générée par cette crise. Donc, ça va être très compliqué de négocier. Je pense que les négociations ne seront pas favorables aux Américains ou aux Israéliens. Sauf si le régime iranien s'effondre ou montre des signes de faiblesse. Sauf s'il y a des émeutes en Iran. Sauf s'il y a un retournement de la situation. Au Venezuela, les États-Unis d'Amérique ont gagné parce qu'ils ont réussi à pactiser avec des forces au sein du régime du Venezuela pour que ces forces abandonnent et laissent tomber Nicolas Maduro. Est-ce qu'il y aura des forces au sein du régime iranien qui vont se retourner contre les décideurs de leur régime pour ensuite négocier un compromis avec les Américains? Ça, pour le moment, encore une fois, ça reste ce qui se passe au sein du régime iranien, ça reste un mystère. Sincèrement, ça reste un mystère. Quelle est la position du Grand Maghreb? Et oui, avec la photo d'un piment. Il n'y a pas de Grand Maghreb, malheureusement. Il n'y a pas de Grand Maghreb. Il n'y a pas de Grand Maghreb. Le Maghreb, il n'existe plus, malheureusement. Le Maghreb n'existe plus. Le conflit algéro-marocain et la nouvelle et ses dimensions tragiques et dramatiques depuis 2021 ont rendu le Maghreb quasi inexistant. Le Maroc et l'Algérie, leur conflit, ont fait disparaître le Maghreb. La Libye, elle est divisée, elle est en guerre, donc il y a une partie avec... c'est un échiquier de plusieurs puissances régionales et mondiales. La Tunisie, elle vit sous le parapluie algérien, elle essaie de se concerter avec l'Algérie. Le Maroc, il est pro-Israël, pro-États-Unis, pro-Émirats et anti-iranien. La Mauritanie, elle essaye de... C'est le petit pion qui essaye de trouver une place entre la reine et le roi, et il essaye d'être l'ami de tout le monde, etc. Mais on sait tous que la Mauritanie, elle est très pro-Occident, très pro-Émirat, très proche d'Israël, très proche de l'Arabie Saoudite, et donc très proche des États-Unis d'Amérique. Mais le Maghreb n'existe pas. Le Grand Maghreb, malheureusement, n'existe pas. Il n'existe pas. Je vous sens fatigué un peu. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Salah Derwish qui nous dit: le conflit autour de l'Iran peut-il accélérer la fin de l'ordre mondial dominé par l'Occident? Franchement, moi, la fin de l'Occident, j'y crois pas. Je n'y ai jamais cru. Au contraire, l'Amérique de Trump est en train de prouver que l'Occident existe plus que jamais. Il y a la faiblesse, je sais, la guerre en Ukraine, elle a démontré la fin de l'Europe, l'impuissance de l'Europe, ou l'incapacité de l'Europe à s'imposer comme une véritable puissance. À savoir, l'Europe n'a pas d'armée commune, n'est pas une fédération, elle est minée par les divisions internes. Il y a une Europe avec deux collèges, l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. L'Europe, elle est très fragile. La guerre en Ukraine, elle a démontré que l'Europe elle n'est pas une puissance réelle. C'est une puissance de carton. Sauf que cette guerre contre l'Iran, elle démontre que les États-Unis d'Amérique restent la puissance militaire numéro 1 au monde. Et depuis le Venezuela et depuis le début de l'année 2026, Donald Trump a lancé un plan qui, qu'on le veuille ou non, il est machiavélique, il est bien huilé, il vise la Chine et il a plus que jamais l'ordre mondial, il est pro-américain. Aujourd'hui, l'ordre mondial est plus que jamais américain.
Les États-Unis d'Amérique montrent leurs muscles, montrent l'efficacité de leur armée, l'efficacité de leur service de renseignement, l'efficacité de leur protection qu'ils accordent à Israël. Regardez la relation entre les États-Unis, les USA et Israël. C'est un véritable protectorat. La Russie et la Chine n'ont jamais fait pour l'Iran ce que les États-Unis sont en train de faire pour Israël. Donc l'ordre mondial est toujours dominé par les États-Unis d'Amérique, qui sont, qu'on le veuille ou non, les parrains de l'Occident. Qui sont, qu'on le veuille ou non, la mère de l'Occident. La mère de l'Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. Moi, je ne crois pas à un chamboulement majeur. Je crois justement à un rappel à l'ordre de la Chine. Le seul souci de l'Occident, c'est que les États-Unis d'Amérique sont instables politiquement et fragmentés. Et on ne sait pas qui va succéder à Donald Trump. Est-ce que ce sera le vice-président Vance, qui est un conservateur, mais pas aussi hargneux, pas aussi charismatique, pas aussi dynamique ni engagé que Donald Trump? Si la politique de Trump sera changée dans 2-3 ans, oui, l'Occident pourrait trembler et la Chine pourrait reprendre les cartes en main. Mais là, pour le moment, Donald Trump, il est bien parti pour renforcer l'ordre mondial et imposer l'Amérique comme étant son cœur battant. La puissance militaire américaine et la puissance économique américaine. L'Amérique maîtrise l'énergie, elle maîtrise les armes. Et elle tient ses engagements. Ce que la Chine ne fait pas. Ce que la Russie ne fait pas. La Chine et la Russie ont des armes, ils ne maîtrisent pas totalement l'énergie. La Russie plus que la Chine quand même. Mais voilà, ils n'ont pas les mêmes outils technologiques. Parce que là, les États-Unis, c'est quand même le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et la Russie et la Chine ne respectent pas leurs engagements auprès de leurs alliés. L'Amérique, quand elle te protège, quand tu as une alliance avec les États-Unis interviennent. Pour Israël, ils sont en train de faire le boulot. La Chine et la Russie n'ont pas fait le boulot. N'ont pas fait le boulot pour l'Iran. Allez, encore une fois quelques questions. Allez, l'équipe de YouTube. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez nous poser des questions sur YouTube? Sur YouTube, Sami Mang, c'est une question d'hommes. L'Algérie manque d'hommes d'État avec une vision, une stratégie de développement. Le régime militaire n'est pas compatible avec le développement. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Le régime militaire, merci beaucoup pour Saminang 3740. Je suis complètement d'accord. Le régime militaire n'est pas du tout adapté au développement. On est en train de le voir. Avoir une structure militaire puissante politiquement et qui décide à la place du civil et qui décide et qui monopolise les richesses du pays, c'est extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et ce modèle-là, il est archaïque. Il est, regardez Israël, par exemple. Bien sûr, il y a le protectorat américain, bien sûr, il y a le parapluie américain, mais il y a une société civile puissante, il y a une industrie puissante, il y a une économie locale, il y a une capacité à créer des nouvelles technologies, il y a une capacité à maîtriser le progrès scientifique et le progrès économique, et ça fait un pays qui peut se bagarrer face à l'Iran, qui est un ancien empire, quand même. Ça fait un pays qui tient tête à un ancien empire qui est l'Iran, quand même. Les régimes militaires ne sont pas propices au développement. Les régimes militaires bouffent l'argent du pays, dilapident les richesses du pays, instaurent des dictatures, empêchent la population de respirer. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de créativité. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'innovation. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de, il n'y a pas de capacité à entreprendre, à créer des richesses. Sur TikTok, Sam qui nous dit Salam,
As-tu d'autres informations concernant le promoteur? Car j'étais aussi victime de cet individu. On parle du projet de Riyad City à Alger, la fameuse enquête que nous avons lancée, où nous avons démontré, bien sûr, avec des preuves à l'appui, qu'il y a eu plusieurs dizaines de bénéficiaires de ces logements, qui sont tous des immigrés algériens et des binationaux, ou des membres de la diaspora algérienne en France, notamment, qui ont été escroqués et qui ont été volés, puisqu'ils ont payé, ils n'ont pas reçu encore leurs appartements. Nous sommes en train toujours de mener l'enquête. On vous prépare un deuxième épisode qui est en cours de préparation avec toutes les dernières informations que nous allons actualiser et nous vous promettons de le diffuser dès que nous aurons recoupé toutes nos informations. Une enquête, ça prend du temps. On ne va pas pouvoir diffuser une enquête comme ça, c'est là on a bâclant, on l'expédient. Non, il faudrait qu'on vérifie beaucoup d'informations. On a beaucoup de documents qu'on doit expertiser et on reviendra sur ce sujet avec de plus amples explications d'ici les prochains jours, Inch'Allah. Dans les prochains jours, je pense avant la fin du mois du Ramadan, on aura diffusé le deuxième épisode. Allez, Khatir, un dernier partage. Allez, je vous donne rendez-vous 4 minutes encore et on se repose. Et on vous donnera rendez-vous demain pour un autre live. On va essayer de se voir chaque soir pour 1 heure. Dans le nouvel ordre mondial qui se dessine avec les tensions autour de l'Iran, où se situe l'Algérie? L'Algérie, elle est dans une situation... elle est perdue. L'Algérie, elle est désorientée. L'Algérie, elle est perdue. L'Algérie, elle est complètement perdue. Je pense que les décideurs algériens ne s'attendaient pas à ce que Israël et les États-Unis d'Amérique attaquent aussi frontalement l'Iran. Et je pense que les décideurs algériens n'ont pas anticipé la réaction de l'Iran. Ils n'ont pas compris que les Iraniens pouvaient faire mal et écraser ou utiliser leur proximité avec les pays du Golfe pour créer des tensions économiques mondiales. Je pense que les décideurs algériens sont complètement perdus. Abdelmajid Tebboune est complètement perdu. Quand on voit les communiqués de la diplomatie algérienne, on le sent. C'est un pays qui n'arrive pas à se positionner. C'est un pays qui est piégé par ses propres contradictions, par ses propres incohérences. Et c'est ça, je pense, une belle conclusion à faire pour notre live. L'Algérie, elle est vraiment perdue. C'est un pays qui ne sait plus où donner de la tête. Qui ne sait plus, il ne se retrouve plus. Il est désorienté. L'Algérie, elle est désorientée. Les incohérences sont énormes. De 2022 à 2025, on a tout fait, le régime Tebboune a tout fait pour être un bon ami à l'Iran, pour être un interlocuteur légitime à l'Iran. Et l'Algérie a utilisé son partenariat avec l'Iran pour tenter de bloquer l'expansion d'Israël dans la région et pour tenter de faire barrage à la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Et l'Algérie a utilisé comme cheval de bataille pour sa légitimité, pour le renforcement de son unité nationale, pour la protection de ses intérêts intérieurs et extérieurs, la lutte acharnée contre le sionisme, à savoir contre Israël et contre toute forme de normalisation avec Israël. Et le régime algérien a criminalisé toute forme de normalisation avec Israël. Sauf qu'aujourd'hui, quand la guerre a éclaté, il se désolidarise de l'Iran. Il a complètement pris ses distances avec l'Iran. Il ne condamne pas Israël. Il ne condamne pas l'agression israélienne et l'agression américaine contre l'Iran. Et le régime Tebboune, j'ai l'impression qu'il commence à se dire ma politique anti-israélienne menée de 2022 à 2025, elle était très dangereuse et on a peut-être fait des conneries. Tebboune est en train de se dire, certes, quand il voit comment la puissance militaire israélienne et américaine, comment ils ont réussi à éliminer au Venezuela d'abord, ensuite au Iran, tout l'establishment du régime iranien en une journée, je pense que Tebboune, là, il a eu vraiment froid dans le dos. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Finalement, faire de l'anti-Israël, faire de l'antisionisme, ça expose à des risques, ça fragilise. Et la disparition du régime, de toute façon, même si le régime iranien ne va pas s'effondrer, il sera totalement affaibli. Il sera amoindri. Ce ne sera plus l'Iran d'avant qui avait avec le Hezbollah, avec les Houthis, avec le Hamas, avec les factions chiites irakiennes, qui pouvaient avoir des proxys, qui pouvaient avoir une stratégie d'influence et qui pouvaient déstabiliser et avoir exercé une emprise sur toute une région très sensible qui est le Moyen-Orient. L'Iran, d'après la guerre, sera un Iran meurtri, blessé, qui pourra à peine se reconstruire et penser ses blessures. L'Algérie va se retrouver comme le seul et le dernier pays musulman, et arabe surtout, qui doit justifier ou qui doit expliquer sa posture anti-israélienne.
comment il va faire? Tebboune, comment il va faire? Il dit, ok, je suis anti-israélien, ok, mais est-ce que l'Algérie a la capacité d'affronter Israël? Est-ce qu'elle a la capacité militaire de faire face à une attaque? Est-ce qu'elle a la capacité diplomatique et politique à exister dans un monde où les alliés d'Israël vont triompher? Puisqu'une fois la guerre sera terminée, les pays du Golfe vont plus que jamais renforcer leur alliance avec Israël et les États-Unis d'Amérique. Et les alliés, les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël vont plus que jamais se frotter les mains, puisqu'ils vont considérer que tout partenariat technologique et économique avec Israël sera gagnant. Il sera gagnant. Donc, l'Algérie, elle est désorientée. Elle a fait des paris très risqués. Et moi, je l'avais mis en garde, le régime Tebboune, contre cette politique trop violente à l'égard d'Israël et trop violente à l'égard de l'Occident. Cette politique, ce nationalisme, cet impérialisme exacerbé, déplacé et qui est malvenu dans le monde dans les années, malvenu dans le monde des années 2022, 2023 jusqu'à 2025, quoi qu'il arrive, je l'avais prévu, j'en avais peur, pour coûter à l'Algérie un prix, des préjudices, pour écouter à l'Algérie une situation assez inconfortable, vont voir un certain discrédit. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dire quoi au monde maintenant? Ok, tous les ennemis d'Israël ont été battus. Tous les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël vont se stabiliser, vont devenir sûrs et vont amorcer un processus de développement économique. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On va remplacer l'Iran, c'est le régime algérien qui va remplacer l'Iran, qui va sauver le monde musulman et le monde arabe contre Israël et le sionisme. Ça, je ne le crois pas. Et regardez comment le rétropédalage du régime Tebboune, depuis la fin de l'année 2025, toutes les positions pro-palestiniennes, anti-sionistes, anti-israéliennes, anti-impérialistes du régime Tebboune ont été abandonnées. Le régime Tebboune n'a pas dit non au plan américain pour le Gaza, n'a pas dit non pour le désarmement de la résistance palestinienne. Il a pris totalement ses distances avec le Hamas palestinien, alors qu'il avait invité, qu'il avait honoré à Alger en 2022, n'a pas condamné l'agression contre l'Iran, ne s'est pas solidarisé ni avec le Venezuela ni avec l'Iran. Il y a un rétropédalage complet. Rétropédalage complet. J'ai vu tout à l'heure, on m'a dit, mais oui, mais Abdou, personne n'a prévu les attaques ou les réactions et l'ampleur. Oui, mais on est d'accord, mais quand tu fais une alliance avec l'Iran, quand tu as fait des partenariats, quand tu signes des accords avec l'Iran, etc., tu sais très bien que l'Iran risque de provoquer. L'Iran, on le savait tous qu'elle était dans le viseur et dans le viseur de l'Occident et des États-Unis d'Amérique depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années. Et à la moindre des choses, quand tu es un gouvernement, quand tu es un président, tu fais des scénarios. Se brouiller avec les Émirats, par exemple, au moment où les Émirats sont attaqués par l'Iran, alors qu'elles abritent des bases américaines et françaises et occidentales importantes, alors que nous avons des intérêts très importants avec les Occidentaux, est-ce que ça a été intelligent de la part du régime Tebboune? Cette politique forcément anti-marocaine et maroccophobe et anti-sioniste, etc., est-ce qu'elle a des bienfaits pour l'Algérie? Est-ce qu'on ne devrait pas rééquilibrer notre politique extérieure et se montrer beaucoup plus modéré, beaucoup plus pragmatique, essayer de retrouver notre place qui est celle d'être un pays pivot, d'un pays médiateur. On a essayé de nous Voilà, on a essayé de nous interrompre sur TikTok. Merci de partager massivement ce live. Voilà, pourquoi, et pourtant pourquoi ils attaquent le Liban? On sait tous pourquoi ils attaquent le Liban. Ils attaquent le Liban parce qu'il y a le Hezbollah. Israël attaque le Liban parce qu'il y a le Hezbollah. D'ailleurs, l'Algérie n'a pas condamné fermement et officiellement et ouvertement la guerre contre le Liban, alors qu'elle a dénoncé et elle s'est solidarisée avec les pays du Golfe qui sont attaqués. Donc il y a énormément d'incohérences. C'est un pays qui ne se retrouve. Le régime Tebboune a commis beaucoup de bêtises, un régime épidermique, émotif, nerveux, qui mélange entre la géopolitique et les relations internationales avec la gestion des affaires publiques internes, qui mélange avec l'instinct qui a trop géré les relations extérieures et les intérêts diplomatiques du pays à travers le prisme de la nécessité de
garantir sa propre survie. Le régime algérien n'avait qu'une seule priorité, survivre, mater le Hirak et l'opposition, et se protéger contre les ingérences et les interventions étrangères, et assurer sa sécurité. Sauf que, à force de penser qu'à sa sécurité et qu'à sa survie lui-même, il a compromis la sécurité et la survie même du pays. Parce que les choix du régime n'étaient pas favorables du tout aux intérêts du pays. La preuve aujourd'hui, on est dans une situation très compliquée. On n'a pas de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique, on n'a pas de bonnes relations avec la Russie et la Chine, on est un pays antisionisme et on recule, on a fait des rétropédalages et là on se remet en cause, on est en train de quasiment de réagir comme les pays qui ont normalisé avec Israël, on n'y comprend plus rien à la manière avec laquelle Abdelmajid Tebboune gère les relations extérieures du pays. C'est une gestion qui traduit encore une fois un sentiment de déperdition, un sentiment de désorientation. C'est comme le régime algérien est devenu comme un individu dans un tunnel noir, il ne sait plus où aller, il sait plus il n'arrive plus à retrouver ni la sortie ni l'entrée. Il faut absolument revenir vers une politique pragmatique, comme c'est à l'époque du régime de Bouteflika. L'Algérie est l'amie de tout le monde, elle parle à tout le monde, elle discute avec tout le monde, elle a des valeurs, elle dénonce, elle protège des principes, elle tient à défendre des principes, mais elle parle avec tout le monde, elle est pragmatique, et ce n'est pas un pays qui se projette sur la scène internationale en détestant, en diabolisant, en provoquant des conflits avec un autre pays. C'est un pays qui se projette sur la scène internationale à travers une vision de la politique internationale, à travers des valeurs, à travers une éthique, à travers une morale, à travers un positionnement qui doit refléter son histoire et son passé et les intérêts de son présent. Sauf qu'avec Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune provoque des crises en permanence où il se projette juste comme étant un régime qui veut juste se protéger et qui fait juste de anti-Maroc, anti-Émirats, anti-France, anti-Israël. Mais c'est pas en faisant anti-Maroc, de l'anti-Émirats ou de l'anti-Israël qu'on fait du pro-Algérie. Un régime doit protéger son pays, il doit développer son pays, il doit conserver les intérêts de son pays. Il ne peut pas prospérer, un régime ne peut pas réussir à bâtir, à développer un pays s'il se projette uniquement dans l'adversité, dans le rapport de force, dans le rapport conflictuel ou dans les tensions permanentes avec d'autres partenaires étrangers, avec d'autres États étrangers. C'est pas possible. Un tel régime, c'est un régime qui est problématique, qui est instable et qui devient une source d'instabilité et qui peut même être menacé de disparition, qui peut même être ébranlé, qui peut même être renversé par des crises qui peuvent survenir soudainement, que ce soit sous pression de certains événements internationaux ou sous la pression de certains chamboulements internes. Comme ça, ça fait pratiquement 70 minutes que nous sommes ensemble, 68 minutes dans la dernière semaine, 70 minutes. Bien sûr, la position de l'Espagne, elle est honorable, mais l'Espagne, elle a les moyens d'avoir une position. L'Algérie n'a pas les moyens de l'Espagne, même pas mal. L'Espagne est une puissance économique, c'est une puissance industrielle, c'est la quatrième puissance de l'Union européenne. Pedro Sanchez, il est légitime, il est populaire, il a la légitimité des urnes, ce n'est pas un dictateur, il n'emprisonne pas les opposants, il ne persécute pas la presse libre, il ne persécute pas les journalistes, il ne contrôle pas les services de sécurité en Espagne, ne mettent pas les Facebookers en prison, ne mettent pas les internautes en prison, donc ce n'est pas du tout la même. L'Espagne a les moyens de sa politique, a les ambitions de sa politique, c'est un pays qui connaît une croissance, qui est dynamique en ce moment, qui est ouvert sur l'international et qui a beaucoup d'amis et qui est très apprécié dans le monde. Là, ce n'est pas le cas de l'Algérie, ce n'est pas un pays dynamique, ce n'est pas un pays ouvert, c'est une dictature, on a beaucoup d'ennemis, dans notre propre voisinage, on a de très mauvaises relations. Et surtout, on n'a pas le dynamisme social et économique que connaît l'Espagne. Donc, on ne peut pas se comparer à l'Espagne et on ne peut pas adopter la même position que l'Espagne. On n'est pas... Regardez la différence entre le PIB de l'Espagne et le PIB de l'Algérie, l'industrie en Espagne, l'industrie en Algérie. Le rayonnement, l'Espagne, c'est un pays qui rayonne. C'est le deuxième pays touristique au monde. L'Espagne est en train de détrôner la France.
Elle risque de devenir d'ici une année ou 2 ans le premier pays touristique au monde. C'est un pays qui respire la joie. Les Espagnols sont unis malgré leur diversité régionale très puissante entre les Catalans, les Basques, les Andalous, etc. Mais c'est un pays très uni parce qu'ils ont un projet national qui est de faire de l'Espagne un grand pays, une grande nation, comme elle le fut dans le 15e et 16e siècle. Comme ça, j'espère que ce live vous a été utile. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour un autre live, d'autres échanges, d'autres analyses et d'autres décryptages.